is the new radio. Bon matin, mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette, le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1, alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf ? Bah, pas grand-chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabanon de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros. Bonne émission. Si vous avez déjà sérieusement réfléchi à venir vivre et travailler au Québec, vous avez sûrement déjà entendu ces mots. Au Québec, la partie bénévolat est super importante sur un CV. Alors à vrai dire, je ne sais pas quel impact véritable cela peut avoir sur un recruteur, mais force est de constater que oui, au quotidien, l'engagement social et sociétal me semble ici très différent de ce que je pouvais connaître en France. Attention, les mots sont importants. Et j'ai pas dit plus, et j'ai pas dit moins, et j'ai juste dit différent. Mon invité du jour est un excellent exemple de cet engagement typiquement québécois. Patrick Cool est entrepreneur à succès dans le milieu des brasseries québécoises. Pourtant, la quasi-totalité des prises de parole que j'ai pu observer de sa part ne sont pas pour ces entreprises, mais bien pour la Fondation des gouverneurs de l'espoir, dont il est le président du conseil d'administration. Bonjour Patrick. Merci beaucoup de me faire l'honneur de participer à Fais-tu frette. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de pouvoir discuter de cet engagement social et sociétal, parce que c'est l'une des choses qui m'a très vite un peu marqué chez les Québécois et les Québécoises, cette volonté de s'engager. Juste avant de commencer la conversation, j'ai dit entrepreneur à succès dans le milieu des brasseries. Je vais être un peu plus précis. Président de la brasserie distillerie Champ Libre, qui est située à Mercier. Et on y reviendra juste à la fin de l'émission, parce que je voudrais juste qu'on parle d'un gin sans alcool. Alors que personnellement, j'ai découvert avant même qu'on fasse l'émission ensemble. Mais pour moi, c'est une révélation. Donc voilà, on s'en parlera juste à la fin. Revenons tout de suite sur cet engagement que je trouve assez significatif de ce que sont les Québécois dans le socio-caritatif, on va dire. J'aimerais bien, avant de te donner moi ma perception, qui forcément est un contraste de ce que j'ai pu connaître avec la France, savoir comment tu peux, toi, comment tu vois ça, le monde associatif québécois. Est-ce que tu le trouves dynamique, suffisant, évident ? Est-ce que c'est un combat ? Comment tu perçois toi les choses avant que je te donne une évidence. Ma vision? C'est une évidence, ça va de soi, on pourrait élaborer plus, mais je pense que tant qu'à moi, surtout en titre d'entrepreneur mais même aller encore plus générique, c'est une évidence d'avoir une implication dans la communauté, peu importe la façon qu'on peut le faire. C'est une évidence parce que c'est un besoin. Moi, la sensation que j'avais, venant d'un pays qui est, on va dire, qui est plutôt assez reconnu pour ses nombreux amortisseurs sociaux, à tout point de vue, c'était que comme il y avait peut-être moins d'amortisseurs sociaux ici au Québec, il fallait forcément compenser parce qu'on ne laisse pas les gens dans la difficulté. Il faut les aider, puisque l'État entre guillemets est moins interventionniste. Il semble ici peut-être plus naturel que chacun individuellement et par l'intermédiaire d'associations, de fondations comme toi, mais que chacun individuellement
prenne sa part. Je crois que c'est ou fasse sa part. C'est un peu l'expression qui est utilisée. Ça semblait mais peut-être plus naturel ici qu'ailleurs. De compassion, je pense qu'on y est élevé en nous, c'est de voir de se transmettre dans la peau de ces familles-là qui peuvent, admettons, avoir un très grand malheur même de la vie, puis on se compte chanceux dans certains cas, tu sais, admettons, comme moi, je prends mon cas, que j'ai 3 enfants en santé, mais c'est certain que j'ai une grande empathie puis de me dire comment que je peux faire pour aider d'une certaine façon. Ça va de soi. C'est pour ça que je disais tantôt une évidence. C'est comme pour moi, chaque jour je me lève, je me dis je suis choyé puis je regarde les enfants, puis même si des fois c'est pas toujours facile, on a des ados, on a des trucs, mais la santé, des fois c'est comme si je vois eux, ils ont pigé un numéro, puis c'est un mauvais numéro, puis par chance, moi, puis je touche du bois à ce moment même, là, on a pigé des numéros avec des enfants en santé. J'aime pas ça, associer ça à ça, mais c'est la réalité quand même. Donc, je pense que ça va de soi, comme on dirait, ça te fait encore plus réaliser à quel point qu'on a une certaine chance à cause qu'on prend pour acquis que la santé, c'est correct, ça vient, puis on est choyé comme d'avoir des enfants en santé, puis c'est tout, on le prend pour acquis. Mais sauf que c'est pas le cas. Il faut vraiment être reconnaissant de ça, puis on peut d'une certaine façon aussi aller aider, peu importe de quelque façon que ce soit, mais des fois ça peut être des petits gestes jusqu'à des grands gestes, mais je pense que réellement il y a une évidence tant qu'à moi, comme on vit en communauté, puis je pense que chaque individu a sa part à faire, puis elle n'a pas besoin d'être quantifiable à un grand niveau, peu importe le degré, mais je pense que ça permet de vivre encore mieux collectivement, tant qu'à moi. Et c'est vrai, je suis assez d'accord parce que ça correspond en tout cas à ce que j'ai pu observer. Bien évidemment, il y a, comme toi, des personnes qui ont, on va dire, qu'on réussi et qui peuvent peut-être avoir le sentiment de devoir rendre. Il y a les personnalités qui s'engagent, notamment par l'intermédiaire de la fondation, qui utilise un petit peu de la notoriété pour essayer d'en faire profiter les autres. Mais ça va bien au-delà. Même les enfants ici, très vite, sur ce que je constate, ont ce réflexe de dire un peu comment je peux aider. On sent qu'à l'école, là par exemple, moi, ma petite dernière, moi aussi j'ai 3 enfants aussi, et c'est pas une sinécure tous les jours, mais ma petite dernière est en train d'envisager son passage au secondaire, donc on regarde un petit peu les écoles autour, et j'ai été très surpris de voir que beaucoup de programmes, pas tous, mais vraiment beaucoup de programmes valorisent l'engagement social auprès de la communauté, auprès d'associations, parfois même allant jusqu'à l'international, alors qu'on se parle d'enfants de 11, 12, 13 ans, donc on est encore assez jeune, c'est le début de l'adolescence, et pourtant, c'est vraiment valorisé, mais alors très fortement, et on les encourage, et sur toutes les actions de bénévolat et les actions sociales de proximité que j'ai pu voir, on n'est pas très loin, moi je suis à Saint-Constant, je suis là aussi assez surpris de voir que les jeunes sont vraiment extrêmement nombreux à s'engager. Ça a l'air vraiment naturel. C'est un bel exemple de voir ma fille aussi via le programme international. C'est une des plus belles journées, des plus belles nouvelles quand elle me dit je vais avoir à faire du bénévolat, puis là, elle me dit des idées, puis là, on regardait des trucs, puis je me suis dit, wow, quel beau programme de pouvoir, dès un jeune âge, leur enseigner le bénévolat. Puis tant qu'à moi, ça devrait être dans toutes les écoles, dans tous les programmes, de dire, on vit collectivement, mais on peut s'entraider, puis c'est pas toujours avec sous forme il faut pas toujours qu'il y ait une rémunération quelconque, à cause que je prends, moi, personnellement, le temps que je mets m'apporte tellement, mais tellement, tu sais, point de vue comme humain, que je le fais pas du tout pour les sous. Évidemment, c'est une forme de bénévolat. Et mais si vous saviez à chaque fois à quel point que je
ça m'apporte en dedans de moi, là, tu sais, du bonheur, tu sais, de voir que je peux faire parfois des petites différences, tu sais, puis c'est pas énorme, mais sauf que c'est très valorisant. Donc oui, des fois il y a des enfants dès un jeune âge, je trouve, comme vous disais, mettons comme tu me disais 10 11 ans, tes enfants ou quoi que ce soit, mais c'est justement, je trouve que c'est un bel âge pour commencer déjà à leur apprendre de s'impliquer. Puis des fois ça peut être simplement aller servir à des personnes plus démunies des repas, des fois ça peut être aller simplement aussi aller dans des centres de personnes âgées, aller les aider aussi. Tu sais, j'entendais toutes sortes d'histoires comme ça dans ces programmes internationaux, puis wow, ça devrait être propagé partout, pas juste dans un système international, mais même dans toutes les écoles publiques aussi du Québec. Mais je l'ai vu, parce que là, on a vraiment fait le tour, hein, mais il y a pas mal d'écoles publiques, mais sur des programmes à part. Et souvent, effectivement, il y a aussi des programmes internationaux dans les écoles publiques, mais d'autres choses, j'ai vraiment, allez, j'allais dire 2 sur 3 sur les programmes spécifiques. Je parle pas du programme général, mais sur les programmes spécifiques, dans 2 sur 3 à peu près, c'était vraiment valorisé en disant, voilà, on va proposer à vos enfants, on va les mettre en action, ils vont s'impliquer auprès des communautés. Alors, selon les écoles, c'est à les communautés vraiment au sens le plus proche, le plus proche possible, mais parfois ça va effectivement très très loin. Et c'est vrai que ça commence très tôt, et du coup cet engagement me semble fait pour les bonnes raisons. Pourquoi je dis ça? Parce que une fois de plus, je vais faire le parallèle avec la France sur quelque chose qu'il n'y a pas ici, qu'il y a en France, mais qui change fondamentalement la donne. Enfin, qui me semble changer la donne. Je n'ai pas vu ici beaucoup de contreparties. C'est-à-dire qu'on vous demande de vous engager, on vous demande de donner pour s'engager, pour donner, pour aider. En France, on a par exemple un énorme mouvement qui est fait, les Restaurants du Cœur, une cantine alimentaire pour les gens qui ont du mal, l'équivalent des guignolés qu'on trouve ici, où on a un show annuel, Les Enfoirés, qui se réunissent avec énormément d'artistes et qui font un disque. Ça cartonne, mais aussi parce que on donne quelque chose, c'est-à-dire qu'on donne ce disque, on donne une valeur. Quand on demande des dons, on a la loi Coluche, qui est le créateur des Restaurants du Cœur, qui a réussi à faire voter une loi en France qui dit, voilà, à chaque fois que tu donnes 100 €, il y a 66 € qui seront déduits de tes impôts. Donc là aussi, on encourage, mais c'est comme si on donnait une carotte. Ici, j'ai pas vu de carotte comme ça. J'ai vu, c'est simplement la carotte, c'est quand je vois des choses sur Sainte-Justine ou sur la Fondation, on montre le sourire des enfants. C'est souvent autour des enfants. On montre simplement le bienfait, en fait. Le bienfait. Ça me semble très. J'ai l'impression que l'engagement est peut-être plus pur, et c'est peut-être parce qu'il est commencé plus jeune. La génération de nos parents, moi je pense souvent à l'exemple de mes parents, c'est ça vient de mes parents, moi, tu sais, jeune autrefois ici au Québec, puis encore là, je dis autrefois, je voudrais tellement faire attention à l'organisme comme le Club Optimiste, que c'était populaire au Québec. Je sais pas si encore une fois, il y a encore des clubs existants, mais c'était des clubs qui étaient réunis, puis même mon père, dernièrement, j'ai été voir un match de hockey avec, puis j'en reparlais, tu sais, puis je disais, penses-tu que c'est encore beaucoup, puis tout, tu sais. Puis il se disait, c'était quoi comme tout, tu sais, ta philosophie derrière ça? Ben, il dit, il y avait un côté social, on se réunissait. Oui, on avait des soupers, on avait on faisait la fête parfois, pour se dire les vraies choses. C'était le fun, on avait du bon temps. Mais notre mission première aussi, c'était d'aider la jeunesse. Donc, il organisait différents volets dans l'année. Fait que des fois, l'exemple du Club Optimiste, c'est génial de joindre le plaisir à l'agréable, puis en plus, après, on remet. Donc, de un, tu rencontres des personnes qui ont un peu les mêmes valeurs que toi, tu sais, qui veulent justement, tu sais, oui, il y a un côté social, mais en même temps, il y a un côté d'implication dans la communauté. Donc, j'aimais beaucoup cet aspect-là. Puis, j'ai vu mes parents, pendant des années, là, donner du temps à des événements ou des trucs comme ça, organisés à travers le Club Optimiste, que je me souviens le plus. Et encore une fois, mon père, après
et je vais m'avancer à dire environ après 45 ans, il y a encore des amitiés qui sont encore là du Club Optimiste. Ils se rencontrent une fois par mois, admettons, je pense, le premier mardi du mois, puis ils se font un souper ensemble, puis ça se rappelle encore des vieilles anecdotes, tu sais. Fait il y a vraiment moyen de fonder ça. Puis un peu, je fais le parallèle avec la Fondation des gouverneurs. Les événements sont incroyables. C'est des super beaux événements, tu sais, que les dirigeants organisent. Et on a du plaisir, c'est sûr, certain. Il y a de la danse, il y a des trucs tout, mais en bout de ligne, c'est mixé aussi avec un sentiment de dire, wow, ok, je suis là, mais en même temps, je vais aider d'une certaine façon à cause qu'il y a un montant qui va aller aux familles. Il y a une approche directe avec les familles. Donc, je pense que faut le voir plus sur un ensemble global, autant le temps, le social que ça peut t'apporter, puis encore une fois, mettons, le retour. Fait que non, on n'a pas besoin, comme elle vient automatiquement, là, la fameuse carotte, tant qu'à moi, là, on n'a pas besoin de se dire, exactement. Pas nécessaire. Exactement. On l'a en fait, on l'a, mais naturellement, c'est le retour. Voilà, c'est le retour. Aujourd'hui, tu es président du conseil d'administration de la Fondation des gouverneurs de l'espoir, mais c'est pas arrivé comme ça. Il me semble que, tu l'as dit notamment au travers de tes parents, mais tu as un parcours d'engagement social et tout. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment c'était ton parcours, toi? C'est ça. Ça revient souvent à dire l'implication, oui. Je faisais le lien avec mes parents. Donc, la première fondation que j'ai été organiste, j'ai été le ou dans les 3-4 plus jeunes à avoir été grand frère à Montréal de l'Association des grands frères et grandes sœurs du Grand Montréal. Donc, j'ai parrainé un enfant, j'étais tout jeune, puis ils font une grosse enquête. C'est ça que j'essaie de, t'avais quel âge? rappeler. Là, j'avais même pas 16-17 ans environ, là, que quand même. Ouais. Ah oui, Puis, c'est jeune pour un grand c'était frère. un dimanche sur deux qu'on faisait une sortie ensemble. Donc, il y avait un de mes deux dimanches comme qui partait que je savais qu'on mettait au calendrier, qui est mon petit frère Francis, que je vois encore à l'occasion, puis qui est rendu à 27 ans. C'est incroyable, tu sais. Puis on faisait des activités tout dépendant, là, tu sais, des fois ça peut être une sortie de go-kart ou quoi que ce soit. Mais Francis, qui a un père qui est non présent, donc, ça joue un rôle de grand frère, ça le dit bien, mais le parrainé, un côté un peu paternel, mais ça le dit bien grand frère. Tu sais, je suis pas un père qui était là pour faire une petite forme de discipline ou d'éducation, mais plus un support, si on veut, comme s'il y avait des choses à me confier, des trucs. J'ai adoré mes années, j'ai fait, je pense, officiellement, parce que là, ça continue après, mais c'est ça, c'est un genre de 12 ans, là, presque, là, plus officiel avec la fondation, avec l'organisme. Ouais. Ah, ah oui, ouais. Et c'est un engagement Oui, ça prenait du qui temps. prend du temps. C'est sûr que on tombe à l'âge de 18 ans, que là, on découvre les sorties dans les bars, dans les clubs, puis que là, le lendemain, je sais que j'ai une sortie avec mon petit frère, mais on fait la fête ou quoi que ce soit, où on sort, on s'amuse, mais le lendemain, j'avais un engagement à respecter, puis j'ai respecté, puis on faisait c'était des beaux moments pour moi, ça m'apportait beaucoup. Et, Peut-être d'ailleurs ça, quand on est engagé aussi jeune, c'est quoi le regard un petit peu des copains et des copines qui, elles, sont pas forcément engagées, même si il me semble être nombreux en tout cas, mais forcément pas tous. Comment ils regardent un jeune de 16-17 ans qui va peut-être se coucher un peu plus tôt samedi soir ou sacrifier son dimanche pour aller justement aider Francis, pour aller l'accompagner, pour être avec lui, alors qu'il pourrait faire une sortie. On le regarde comment? On le regarde comme un uluberlu bizarroïde extraterrestre. On a plutôt de l'admiration. On l'encourage ou on essaye de le dissuader en disant allez, non, laisse tomber, je reste pense avec que nous. c'est ça, c'est dans notre culture, il y a beaucoup d'admiration quand même. Puis des fois, je me disais, faut pas que je vienne qu'à le faire pour de l'admiration puis d'avoir une certaine visibilité ou une reconnaissance quelconque. Il faut, je me répète constamment en disant qu'il faut pas qu'on fasse des trucs pour la reconnaissance non plus. Juste pour ça, c'est flatteur parfois, c'est sûr certain. Tu sais, de se faire dire, hey, t'es donc mais monte, c'est hot ce que tu fais, tout. Mais
Non, vraiment, moi, c'était encore une fois de voir le lien que je pouvais tisser, puis d'apprendre aussi. Je reviens avec Francis, mais le parallèle, c'est que justement, euh, ça m'apportait tellement d'apprendre à un enfant qui était complètement différent de ma personnalité, tu sais, qui était plus introverti, qui était moins sportif, qui avait tout, mais d'apprendre à le connaître puis comment aller le chercher, pour moi, c'était un beau défi. Puis, si je reviens à dire juste que mes amis, non, au contraire, même des fois, on avait des soupers ou des sorties, puis ils me disaient même, invite-tu Francis? Il dit qu'il vient de faire un tour, je vais avoir d'autres jeunes de son âge, tout. Fait que je l'amenais même des fois, puis c'était bien vu, c'était vraiment, oui, beaucoup, tu sais, puis que ça soit des Noëls, puis j'ai créé des bons liens aussi avec sa mère, le monde alentour, fait que c'est des très beaux souvenirs. Ouais. Ah, c'est chouette. Et franchement, rien qu'à l'écouter, ça donne vraiment envie. Aujourd'hui, t'as forcément une position qui a changé, même si je sais, pour le voir, que ça resterait un engagement malgré tout très opérationnel, mais tu as une position qui a changé. Donc tu regardes une belle fondation que tu présides, tu vois à peu près comment ça tourne, tu connais bien le milieu associatif et caritatif maintenant. Est-ce qu'il y a, j'allais dire, un profil type, quelque chose qui caractérise le Québécois ou la Québécoise qui justement, comme toi, fait qu'il va donner une partie de sa vie pour ou des associations ou du temps? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le caractérise ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment, mais alors, toutes les générations, tous les profils, tous les milieux sociaux? Est-ce qu'il y a une ADN Ben, peut-être que vu que dans les dernières années, mes implications comme ça dans la communauté ont fait que, on dirait, je me suis entouré de plusieurs personnes qui sont impliquées, puis c'est en parlant que je me rends compte que je suis vraiment bien entouré, que ça soit simplement être présent à des activités où j'ai une amie aussi qui est un traiteur sur la rive sud à Châteauguay, puis Mélanie Lacasse, bref, les samedis, je pense que c'est un samedi sur deux qu'elle s'en va au Square Vigée pour nourrir les itinérants à Montréal. Puis elle a des grosses semaines de travail. Je trouve ça incroyable que le samedi, elle cuisine, puis ils s'en vont à Montréal, ils s'installent, puis il y a des gens dans le besoin qui ont besoin, qui ont justement, qui en ont besoin justement de se nourrir. Puis elle est là à chaque 2 semaines avec un petit groupe. Encore une fois, d'autres bénévoles. Elle amène ses enfants aussi une fois de temps en temps pour leur montrer aussi à quel point. Puis là, c'est rendu que c'est leurs enfants d'eux-mêmes qui y vont. Fait que, moi, je trouve que ça se répand bien, tu sais, je trouve beaucoup, tu sais. Mon beau-frère qui était dans le 24 heures de Tremblant, tu sais, aussi qui aide des différents organismes. On dirait que quand tu viens qu'à côtoyer ces formes d'organismes-là, les fondations, peu importe, ben oui, comme je disais tantôt, le côté social, tu tisses des liens d'amitié et de plus en plus, il y a des personnes qui te rends compte, wow, ben, il y a beaucoup de personnes comme moi finalement qui veulent s'impliquer et faire une certaine différence. Moi, j'ai l'impression, en t'écoutant, en ayant lu 2-3 petites choses avant et en observant, que s'il y a un point commun à une grande partie, en tout cas, de ces personnalités, de ces gens qui ont cet engagement-là, c'est la transmission. Tu l'as dit en citant ton amie, qui est restauratrice, qui emmène ses enfants. Tu l'as dit, toi, en parlant de tes parents qui étaient engagés au Club Optimiste, et qui t'ont peut-être transmis ce goût-là. J'ai lu de ta part aussi une phrase dans laquelle tu disais que très tôt, tu as voulu essayer de montrer à tes enfants, impliquer tes enfants pour qu'eux aussi, ils aient ce goût-là. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on transmet de la même manière qu'on va transmettre un héritage patrimonial, une maison, des valeurs, des choses comme ça et tout. Cet engagement social, ça fait partie des choses que des parents doivent transmettre à leurs enfants. Tout à fait. C'est peut-être ça le point commun. Je le partage tellement, tu sais, ça serait une belle fierté, moi, de voir au fil du temps que mes enfants grandissant, il y a des implications sociales. Mais il faut juste qu'ils les choisissent les bonnes. En même temps, il faut qu'ils aiment ça le faire. Il faut pas qu'il y ait toujours de reculons. Mais je peux pas croire qu'avec tous les besoins qu'on peut avoir, qu'il n'y ait pas une qui pourrait dire, regarde, choisis celle-là, tu sais, puis consacrer. C'est pour ça qu'ils sont gens, tu sais,
choisissez une cause ou même puis supportez-la, puis vous n'êtes pas obligé de donner partout à cause que je le sais qu'on se fait énormément solliciter, que ça soit oui de façon financière, en temps, n'importe quoi, mais d'en choisir une puis de se donner un certain nombre de temps ou sans dire un budget à cause que comme là le gouverneur il y a un certain budget qui vient aussi avec la fondation des gouverneurs, puis je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais si les gens n'ont pas le montant, c'est sûr qu'ils ont le temps par contre, admettons, à pouvoir aider. D'après moi, même je dis ça pas à cause que oui j'ai un horaire très chargé, mais pour moi, il faut que je mette dans mon horaire du temps à consacrer à cause que j'en ai besoin de ce temps-là. Au même titre, oui, j'ai mis en haut de la liste mon temps en famille, j'ai mon temps dans mes entreprises, mais j'ai mon temps aussi à donner aussi comme ça à la fondation, là, dans une semaine, dans une demi-semaine. Ouais, ça fait partie du planning. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai vu sur pas mal d'offres d'emploi. Il se trouve que ces derniers mois, j'en ai regardé quelques-unes, et j'ai vu pas mal d'employeurs qui pour séduire et peut-être pour avoir des profils différents ou peut-être justement plus, je sais pas si on peut dire plus riches humainement, mais en tout cas plus engagés, disent directement dans les offres d'emploi, chaque semaine, on vous libère du temps qui est payé, donc je sais pas, 2, 3, 4 heures, une demi-journée, ça dépend de chacun, pour que vous puissiez vous consacrer activement à l'association de votre choix, à la fondation de votre choix, à un engagement comme ça social. Alors, être honnête, c'est pas majoritaire, mais je l'ai quand même vu à plusieurs reprises où on sent que certaines entreprises se font mission de pouvoir aider aussi leurs employés à eux aussi s'investir dans la société au sens large et pas simplement la société commerciale, mais la société au sens large. Donc ce temps, oui, il faut le donner. C'est un peu comme ça qu'on paye l'engagement, mais on peut aussi être aidé à l'obtenir. Avant de juste qu'on passe sur la fondation pour que tu m'expliques vraiment tout comment ça marche, l'émission et tout, comme tu es aussi un entrepreneur, donc un employeur, j'aimerais bien savoir comment toi, est-ce que c'est important pour toi lorsque tu vois passer un curriculum vitae, justement cette fameuse case sur le bénévolat, sur l'engagement, est-ce que c'est quelque chose que tu valorises, que tu regardes véritablement, ou non, quand t'es dans le business, c'est le business et tu regardes l'expérience. Je regarde beaucoup son implication, énormément, tu sais. C'est certain, tu sais. J'aime après, oui, a priori, comme voir, mettons, son implication, c'est sûr, certain, parce que ça me dit beaucoup sur l'individu que j'ai devant moi aussi, tu sais. Ça me dit à quel point aussi son cœur, ses valeurs sont transmises comme ça. Puis l'autre côté, après, mais on le voit souvent au Québec, puis peu importe aussi en Europe, ça doit être fréquent aussi de voir aussi son implication à travers les équipes sportives. Fait que des fois aussi, ça, il y a beaucoup de bénévolat. Tu sais, des fois, là, on parle d'enfants malades, mais simplement être entraîneur d'une équipe de hockey, t'es pas rémunéré, puis t'en mets en tabarouette du temps là, pour organiser les pratiques, tout. Moi, j'ai beaucoup d'amis, tu sais, que je m'en rends même plus compte, mais je me dis, Martin, mettons, ça fait quand même il y a 12 ans qu'il entraîne des enfants, mettons, qui font des pratiques, tout. Ça fait que c'est beaucoup de temps. Fait que leur implication dans le sport, c'est important, moi aussi. Ça me donne une idée sur l'individu aussi, à cause que c'est de vivre aussi en équipe, des joies, des déceptions, puis son implication dans la communauté aussi. C'est 2 trucs pour moi que tu pars à un niveau plus haut, malgré la scolarité qu'on peut avoir ou quoi, parce que souvent le reste peut quand même s'apprendre, mais les valeurs comme ça, quand ils sont en toi profondes, je trouve que ça me fait un bel individu devant moi. C'est bien que tu aies eu ces petits mots pour l'engagement sportif, parce que moi, ça me rappelle que lorsque j'étais petit, je jouais au football. Alors, excuse-moi, le vrai football, celui qui joue vraiment avec les pieds. Je jouais au football dans un petit club à côté de mon village. Et tous les mercredis, j'avais un entraîneur qui ensuite, tous les dimanches matins, prenait 4-5 jeunes dans sa voiture et nous emmenait à travers le département à 30, 40, 50 kilomètres pour faire notre match et nous ramener. Et tout ça me semblait d'une évidence
total et qu'en fait, c'était pas du tout évident. C'était un bénévole, exactement. Quand il m'emmenait le dimanche matin assez tôt pour les matchs, j'imagine qu'il pouvait difficilement avoir fait la fête jusqu'au milieu de la nuit le samedi soir avec ses amis. Les mercredis après-midi, il est passé avec des mômes qui n'avaient pas forcément conscience de la chance qu'ils avaient. Voilà. Donc, bon, on sait jamais si des fois ils m'écoutent. Je le remercie grandement aujourd'hui. Il m'a pas fait de moi un champion au foot. Je suis toujours pas plus doué, mais qu'est-ce que j'ai aimé ça. Ça, c'est peu de le dire. La Fondation des gouverneurs de l'espoir. Voilà quelque chose qui te tient à cœur, et j'aimerais bien que tu m'en parles. Tu m'expliques un petit peu les missions, les actions de la fondation, et on viendra après à tes actions personnelles à toi, parce que tu t'engages aussi personnellement. Même, les missions dans de le la fond, fondation. les gouverneurs, la fondation des gouverneurs, ça dit des gouverneurs, c'est parce qu'on a jusqu'environ, ça joue toujours entre 275 et mettons 325 gouverneurs. Eux, ils cotisent à raison de 1000 $ par année. Et on a des ambassadeurs que c'est à 250 $. Donc, on fait les calculs rapidement. La grande majorité, c'est des gouverneurs. Fait qu'on va chercher facilement là, 250 à 300 000 à la base. Ça, c'est pour être gouverneur. Ça, c'est sans compter toutes les nombreuses activités que la direction générale fait. C'est fantastique. Qu'est-ce qu'ils font, là, comme que ce soit le bal, un tournoi de golf, un banquet d'homards, différentes activités. Mais le but, c'est que on donne mensuellement, c'est en carte cadeau, pour l'achat que ce soit d'épicerie ou payer des comptes d'électricité, des trucs comme ça. Ça peut aller jusqu'à 1000 $ environ, de 800 000 $ par mois, par enfant, et on a une trentaine d'enfants environ. Quand je dis une trentaine, à cause qu'il y a un enfant, des fois, c'est une excellente nouvelle. Son processus de guérison il est complété, puis ça, c'est tout ça ce qu'on souhaite. Malheureusement, dans certains cas, on peut avoir un décès, mais comme je dis, forcément, exactement. Mais on propage l'espoir, c'est toujours aux gens, c'est la fondation de l'espoir, puis nous, c'est leur apporter un baume dans leur quotidien. Donc, je prends l'exemple, on va parler plus tantôt de ma cause personnelle, mais je m'en ai juste rendu compte en me le faisant dire clairement dernièrement, en disant, pense pas que c'est petit, Patrick, comme à cause que mettons le 800 $ que j'ai par mois, paie une grande partie de mon épicerie, de tout ça, à cause que si on se met dans la peau d'une famille qui a un drame comme ça qui arrive, ça devient la priorité au quotidien. Eux, c'est leur enfant. Donc, c'est sûr que le travail, il est cas. On le voit graduellement. Le parent, il s'absente. Il n'a plus la tête à aller travailler. Moi, j'essaie juste de m'imaginer, là. Aujourd'hui, on serait là, puis j'ai un enfant, mettons, dans la maison, là, qui file pas du tout, là, qui a un cancer très avancé ou quoi que ce soit. Puis, comment fonctionner au quotidien, en plus, en ayant, veut pas, graduellement, il y a des tracas financiers qui viennent à cause que les banques qui veulent se faire payer leur hypothèque, les paiements de voitures, l'épicerie et tout, c'est clair. Fait que ça continue, puis les autres se disent, regarde. Fait que le montant les allège énormément financièrement. Je dis énormément, c'est de beaucoup. Et on a aussi un support psychologique. Donc, mettons justement, on prend comme Karine qui travaille avec la fondation, elle a souvent un lien avec les parents, des fois que ce soit justement des références, ou simplement être à l'écoute ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, il y a une proximité incroyable avec les familles qui s'implantent rapidement, là. On devient pratiquement des amis avec les parents ou la famille au complet. C'est ça qui est venu me chercher, moi, de voir la proximité puis la chaleur qui en dégage, là. Psychologiquement, c'est pas trop compliqué des fois, parce que si on devient ami des familles, alors oui, il y a les familles qu'on aide, il y a la satisfaction de voir qu'on est utile, mais il y a les drames. Il y a les drames, ils sont inévitables, et
Ça doit pas être facile parce qu'on sait tous, enfin voilà, moi je le dis souvent, je pense que mes parents ont dû me faire des milliards de bisous dans ma vie. Mon père m'a mis une baffe une fois. La réalité, c'est que je m'en souviens de cette baffe et il y a plein de bisous que j'ai oubliés. C'est-à-dire que le négatif, par son intensité, parfois par sa rareté, l'emporte souvent sur le flot de positif. C'est pas Oui, trop c'est dur, difficile. C'est humainement. certain que c'est difficile par moment. Tu peux pas dire, j'avais beau dire, tu viens à te protéger à cause que non, tu sais, c'est pour moi, là, tu sais, c'est très difficile parfois. Je prends l'exemple comme cette année, tu sais, on est déjà des amis, je peux dire, avec le père de Florence, pour le nommer Sébastien, tu sais, on se voit, on s'est revu encore samedi dernier. Samedi, je m'en vais à Québec, justement pour le lancement de la bière, qu'on parlera après ou quoi, mais c'est, je me suis lié Oui. d'amitié avec sa famille. J'ai été souper chez eux, là, 3 semaines, un dimanche soir. Je voyais Florence qui était là du coin de l'œil que je regardais, puis c'est certain que ça tourne dans ta tête, là, ça tourne. Là, tu te dis, OK, ça serait quoi si c'était mon enfant, puis je vais m'accocher sur le 99, sur le 1% qu'elle peut s'en sortir, puis qu'elle peut déjouer les statistiques. Ses parents disent souvent ça, des statistiques. On peut toujours les déjouer, les statistiques. Fait que c'est pour ça que moi aussi, je m'accroche à ça. Mais moi, ma femme était présente avec moi. On a parti après, puis on s'en allait vers le centre-ville de Québec. Puis je pense que pendant 10 minutes, là, on parlait presque pas dans l'auto. On avait juste les yeux pleins d'eau, comme à se dire, tu sais, des fois, juste le silence voulait tout dire, là, du moment qu'on venait de vivre. Puis oui, c'est difficile par moment. Ouais, le silence en dit souvent beaucoup plus, et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire pour un tout autre sujet, mais sur une émission que j'ai enregistrée avec Kim Thuy, où je disais que dans son livre, il y a ce qu'elle écrit, mais il y a tous les silences qui sont entre les lignes et qui sont absolument assourdissants. Je pense que c'est ce genre de silence assourdissant que vous avez vécu dans la voiture. Venons-en à ton action personnelle. Justement, tu es entrepreneur, tu présides une brasserie, une distillerie, et Vlatipak, tu as trouvé le moyen de mêler les deux, ton engagement professionnel et ton engagement sociétal, en faisant ton métier, à savoir distiller, brasser. Mais on est venu le début de la pandémie, puis là, on va tellement redire souvent, je pense, dans les prochaines années, se réinventer, mais comme fondation, plus que jamais, il a fallu se réinventer à cause que les revenus proviennent en grande partie, oui, des gouverneurs, mais en plus, les gouverneurs étaient affectés, et il faut dire les vraies choses, financièrement aussi. Plusieurs gouverneurs que eux, que ça soit des entrepreneurs qui vivaient des moments plus difficiles ou quoi que ce soit, qui n'ont pas renouvelé, mettons, à titre de gouverneur. Et là, les événements, il n'y avait pas de balles, il n'y a pas eu de tournoi de golf la première année, ou il y a beaucoup d'événements. Donc, tout ça pour dire que financièrement, on a sorti la campagne des gouverneurs, que à chaque mois, il y avait 2 gouverneurs qui s'engageaient à amasser une somme qui allait à la fondation, qui est de 5 000 $, admettons, chaque. Donc, admettons, dans un mois, veut pas, on est allé 2 gouverneurs, 10 000 fois les 12 mois, rapidement, on le savait qu'on allait chercher un 120 000 qui aiderait à subvenir aux familles pour la prochaine année en partie, une partie, pour toujours se protéger en fonction de se dire, mon but premier, moi, comme président, c'était de me dire, il faut jamais que les familles manquent de quoi, fait qu'on va s'arranger, mais c'est ça ma fierté de dire que même à travers la pandémie, les familles ont jamais manqué de quoi que ce soit, tu sais, en grande partie. Puis non, même totalement. Donc, moi, mon but, c'était de me dire, ma passion, c'est pour la bière, tu sais, on dirait que moi, à titre cool, en passant, c'est belge, donc j'ai tombé dans la bière très jeune, moi aussi. Ah bah oui, tu m'étonnes. Dans le fond, je me suis dit, pourquoi pas joindre mes 2 passions ensemble, tu sais, qui est justement, oui, la bière, mais tout le côté aussi, j'aime la commercialisation, le branding, puis
la fameuse canette qu'on voit, à cause qu'on a pratiquement plus de bouteilles sur le marché. On peut faire pratiquement une œuvre d'art avec une canette. Alors justement, je viens juste de comprendre pourquoi est-ce que j'ai vu cette canette qui est absolument superbe. Alors je comprends mieux maintenant. Cool, Belgique, bière. Mais la Belgique, c'est aussi le pays de la bande dessinée. Ah non, c'est quelques dessinateurs de grands talents, Hergé et d'autres. Et on retrouve ce trait sur les canettes qui sont des petites œuvres de pop art. Puis, j'ai eu la chance justement de travailler avec des artistes comme, à cause que c'est pas moi qui ai ce talent-là, mais de se dire, OK, comment que... La première année, dans le fond, c'était Alec, puis je voyais des photos qui avaient toujours des super-héros, dont une photo qui m'avait tellement touché, là, il était dans un lit à l'hôpital, puis on se dit, un enfant de 3 ans et demi à l'époque, c'est pas supposé être dans un lit d'hôpital avec ses super-héros, c'est supposé jouer dans un salon, c'est supposé jouer avec des amis, puis les entendre crier, puis des bruits, puis tout, puis lui est dans un lit cloué comme avec ses super-héros. Puis j'avais vu une fois, il y avait un costume, tout. Fait que là, je me suis comme dit, tu sais, super, Alec. Puis là, ça avait tout fait son bout de chemin quand dans ma tête, je me suis dit, on va commercialiser une bière. Puis à l'époque, j'avais rencontré ses parents, puis j'avais dit, c'est sûr là, que j'ai l'accord des parents avant de faire quoi que ce soit. Mais je me suis dit, on va commercialiser une bière, puis on va voir ce que ça donne, tu sais. Je vais ramasser mon 5000. Et de fil en aiguille, mon 5000 s'est avéré être un genre de 33 000, tu sais. C'est ça. J'aimerais ça que mon argent comme ça. Je connais pas mal de placements. J'ai eu un apport de la communauté incroyable. C'est ça qu'on disait. Je trouve ça flatteur, tu sais, que tu dis au Québec, elle semble être beaucoup présente, tu sais, puis je connais pas assez les autres cultures à titre de comparaison, mais moi, il y avait la journée que je lançais la bière, il y avait une lignée dehors à attendre puis à acheter la bière, puis je trouvais ça incroyable. On a tout vendu rapidement, puis après Métro, qui est la chaîne d'alimentation, embarqué dans le projet. Donc, ça a fait parler. Là. Je me faisais inviter dans des genres de lignes ouvertes, justement, des podcasts, des trucs comme ça pour en parler, puis ça l'a énormément aidé. Fait que c'était un très, très grand succès. Et ma grande fierté, c'était de se dire que Métro, on pouvait propager ce projet-là à travers le Québec au complet. Donc, dans des métros en Abitibi, au Saguenay, à Québec, jusque sur la Côte-Nord. Donc, la Fondation voyageait à travers la Super Alec, le Super Héros, la canette qui est flamboyante, tout. Fait que pour moi, c'était vraiment mission accomplie, là, mais il y a une très belle équipe en arrière de moi, c'est évident, là. Et c'est vraiment un bon karma parce que dans une émission récente, j'ai parlé de la culture du vin avec Michel Bouffard, mais en introduction de l'émission, on rappelait bien que s'il y a une culture autour de l'alcool ici au Québec, c'est d'abord une culture de la bière. La bière, on la retrouve partout, effectivement, dans toutes les épiceries. Dans les dépanneurs, on a ces super frigos géants dans lesquels on rentre, pour récupérer de la bière fraîche. Il y a des micro-brasseries un petit peu partout, avec beaucoup de créativité. C'est vraiment quelque chose de fort. Donc là, tu as réussi à mettre ce que tu sais faire toi, ce qui intéresse ô combien les gens, en lui demandant une dimension qui là aussi correspond véritablement à l'état d'esprit de ce pays, de l'engagement, d'être utile. Donc là, je consomme utile, et en plus, tu l'as transformé en œuvre d'art, parce que je l'ai vu, cette canette, elle est effectivement assez superbe. Exactement. Et donc, du coup, tu as recommencé. Je m'étais dit en plus, c'était un coup, puis je me disais, c'est mon côté créateur en même temps, puis là, je disais, essaie de trouver un autre truc ou quoi. Puis là, c'est tellement été un succès que je me suis dit, OK, oui, on va faire une bière, mais c'est pas vrai qu'on va faire une Super Alec 2, admettons, ou en voulant dire, tu sais, Florence, que je parraine cette année, je me suis dit, elle mérite d'avoir
tellement tout à son image. Donc là, on repartait de zéro, mais en gardant, je voulais qu'on voit quand même une constance par rapport à l'année précédente aussi, voir aussi qu'on pouvait dire, OK, oui, là, je comprends quand même qu'elle... Mais par contre, là, j'avais eu un appel avec, ça c'est Karine, elle me dit, tu vas vraiment bien t'entendre avec ses parents. Son père, c'est un amateur de microbrasserie, il y a ci, il y a ça. Fait que là, on se fait une visioconférence. Là, je me rends compte rapidement que non pas qu'elle aime la bière, mais en plus, je connais très bien ma brasserie. J'étais flatté avec tout ça. Puis là, je dis, avant aller de l'avant, est-ce que vous deriez le OK comme pour pouvoir procéder à faire une bière en hommage à Florence et avec la Fondation pour ramasser les fonds? Écoute, là, on avait les yeux pleins d'eau à l'écran, puis c'était comme un go. Puis, lui, c'est un brasseur amateur, Sébastien. Donc, les brasseurs amateurs, c'est courant au Québec, là, de carrément avoir un kit de brasse dans leur garage, puis de s'inventer brasseur. Mais ils réussissent à faire des bières qui sont quand même assez buvables, quand même. Donc, lui, il me dit, je suis brasseur amateur. Je dis, OK, Sébastien, on va pas juste faire une bière pour Florence, mais tu vas venir la brasser avec mes brasseurs. Donc, c'était une journée que je vais me souvenir là, toute ma vie. Là, tu sais, Sébastien est arrivé le matin, puis il y avait tellement une belle émotion puis une belle vibe. Il s'en venait brasser une bière comme en hommage à sa fille, qui est une blanche à la pétale de rose. Donc, c'est vraiment lui qui a mis les pétales de rose dans la cuve de brassage pour justement, tu sais, tout le symbole en arrière de la journée, là, il était absolument incroyable. Là. Et c'est ça, c'est que quand tu proposes aux gens d'acheter cette bière, alors oui, tu leur proposes un produit, une bonne action, mais en fait, il y a toute une histoire derrière, il y a tout un vécu. En achetant cette bière en magasin, en fait, on prend un petit moment de cette journée de brassage. On prend un petit moment de cet instant où le papa a mis les pétales de rose. Et j'espère qu'on va prendre un moment du moment où sa fille se portera mieux et où les sourires seront présents. C'est une démarche très, j'allais dire très complète, et là aussi ça me semble assez caractéristique du Québec. Ça aurait été assez facile, ça aurait déjà été énorme, mais de ne faire qu'un deal commercial. En disant, voilà, je fais une bière qui est au profit, tous les profits reviennent à Sarkozy. Mais non, ça va. C'est une entreprise à part entière. C'est vraiment des histoires. Je cachais pas que mes valeurs, tu sais, ce projet-là est devenu le projet de la brasserie distillerie Champ Libre aussi et de la fondation. Donc, oui, ça part d'une idée, mais les employés, que c'est l'équipe, c'est la famille de Champ Libre est en arrière du projet. Tu sais, eux, c'était dès le départ, on va accueillir Sébastien, on va s'impliquer. La semaine dernière, tout le monde a mis la main à la porte là, pour justement le lancement. C'est important comme d'impliquer tous les gens derrière ce projet-là. Fait que oui, ça devient un projet global. Puis comme entreprise, ça fait partie aussi de nos valeurs, à la brasserie, d'avoir une implication dans la communauté. Puis je pense que ça revient encore à dire que c'est d'entrée de jeu quand on parlait, c'est une évidence qu'il faut qu'on s'implique dans la communauté aussi. Puis on veut pas être vu juste comme des capitalistes qui s'en viennent boire de la bière puis qu'on veut quelque chose. Non, c'est important pour nous de s'impliquer. Là, il est en ce moment à la brasserie chez Champ Libre en ce moment même. On fait un lancement samedi à Québec aussi à cause que Florence est une petite fille de Québec à Cap-Rouge. Donc, on fait un lancement à la Muraille des Bières le samedi qui s'en vient. Et par la suite, dans tous les métros du Québec, elle va être en vente en janvier après les fêtes. Et il y a $1 par canette qui est remis à la fondation après les fêtes. Puis oui, ça fait une différence. Donc, il faut pas qu'on pense que c'est certain. Ah bah oui. Ah bah c'est sûr que $1 par canette, ça va vite.
Ça va très très vite, Je donc fais ça le peut clin faire une belle d'œil, ça différence. s'appelle la princesse guerrière, c'est que justement, tu sais, encore une fois, j'avais été voir des photos, puis je voyais comme qu'elle avait son tempérament fonceur malgré la maladie, puis je le voyais là, tu sais, dans son regard, tout. Puis c'est là que j'ai parlé à l'artiste, puis j'ai dit, il faut vraiment la dessiner comme, tu sais, là, elle est sur une moto, un motocross, comme, puis qu'elle fonce, mais c'est ça. Je veux que ça représente ça, qu'elle elle fonce, et non pas comme un peu apitoyée sur son sort. Puis c'est loin de là, puis j'ai eu la chance de la rencontrer, justement, puis oui, je vois qu'elle a son tempérament, puis elle veut faire les choses différemment. Donc, je pense que Florence est en stade de déjouer les statistiques de la façon que j'ai vu, puis on, Yes. on prie tous les jours. Oui. Ah, c'est bon ça. Bon, écoute, je te fais une promesse. Si le variant Omicron ne nous pourrit pas trop Noël, j'ai mon frère qui devrait venir passer Noël avec moi, qui vient de France, il devrait venir passer Noël avec moi ici au Québec. C'est un grand amateur de bière. Donc, je te promets qu'il boira de la bière pour Florence. Pour le coup, pour une fois, je vais l'inciter. Le dernier chose dont je voulais te parler, alors qui sort un petit peu du cadre, mais je pouvais pas t'en parler. Alors, faut que j'explique pourquoi. Il se trouve que, à titre personnel, je ne bois pas d'alcool pour diverses raisons, principalement pour une question de goût, ce que en soi est une bonne raison. À ceci près qu'il y a toujours eu un seul alcool qui, lorsque je passais mon nez au-dessus, m'a toujours titillé en me disant, celui-là, si je devais me laisser tenter par un alcool, ça serait celui-là. Cet alcool, en l'occurrence, c'est le gin. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir il y a quelques mois des très jolies bouteilles de gin, décidément, hein, je pense que t'aimes le graphisme, hein, il y a la Belgique est pas loin, il y a pas à dire, de très belles bouteilles de gin qui en plus m'ont attiré parce que la marque c'est HP Juniper. Mais en fait, quand je voyais le HP, je voyais Harry Potter. Excuse-moi, voilà. Ah oui, moi, voilà. Je suis assez fan. Donc ça m'attirait. Puis à un moment, je suis quand même allé voir parce que ces bouteilles étaient vraiment très jolies. Et j'ai découvert, en lisant les bouteilles, que c'était du gin sans alcool. Et du coup, j'en ai pris. Bah, tu te doutes bien. Et c'est super bon. Et comment est-ce que dans un pays qui est où justement le rapport à l'alcool est aussi assez culturel, hein, c'est quelque chose que je connais bien, hein, je viens de France, le rapport à l'alcool il est pas mal aussi dans le genre, le Belgique n'en parlons pas. Comment est-ce que t'es venu cette idée de faire, non pas d'ailleurs un gin, mais deux gins, j'ai testé les deux gins sans alcool. On voyait l'offre était vraiment, tu sais, pour la catégorie des sans-alcool, se limitait à la bière. Puis encore là, la bière, elle a très bien évolué, la bière sans alcool, dans les dernières années. Mais les spiritueux, en Europe, en Angleterre, il y en avait eu un premier. Puis nous, on s'est dit, ben, on veut être les premiers à recréer ça au Québec, mais avec vraiment la saveur ici, avec nos aromates du Québec, puis créer le premier gin sans alcool. Puis même qui était au Canada, tu sais, là, après, c'est de savoir exactement là, dans les dates, mais c'est sûr certain au Québec. Puis je pense que dans l'Ouest canadien, il y en a un qui est arrivé pas mal en même temps. Mais c'était presque au niveau pan-canadien qu'on était les premiers à HP Juniper. Puis c'était pour moi, c'était une fierté à cause que on s'est rendu compte que la catégorie, il y a beaucoup de gens, puis pour beaucoup de raisons, tu sais, puis ma mère, tu sais, qu'elle ne consomme pas pour des raisons médicales, qu'elle peut pas. Il y a des gens qui m'écrivaient tout d'un coup que ils ont eu des problèmes à un certain moment donné dans leur vie avec de l'abus d'alcool et ils se sont tournés vers des options de sans alcool. Mais on voulait recréer le plus possible quand même, puis pas arriver juste dire bah c'est un eau avec des juste aromatisé tout. Non, on a vraiment fait un processus de distillation. Et je le dis, c'est fait pour boire accompagné avec un tonic. C'est pour ça qu'il faut vraiment, comme que ce soit un gin tonic ou quoi, ou dans justement un mocktail dans le jargon, des cocktails sans alcool. Mais il faut que ça soit appelé à être
mixer comme ça, à cause que tout seul comme ça, c'est sûr que tu dis, oh, tu te le demandes, c'est pas fait pour boire tout seul, c'est fait pour boire avec c'est ça, des drinks. Ça fonctionne bien. Patrick Cool, dis-moi, je serais pas un homme de défi par hasard? Sûr. Hein? Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Et ces défis, je trouve qu'on les retrouve bien dans l'aventure entrepreneuriale, mais effectivement aussi dans ta manière d'appréhender l'engagement social et sociétal, ne serait-ce que la manière de mixer les deux pour peut-être combattre, si ce n'est l'impossible, en tout cas parfois l'inéluctable, mais ne pas se contenter des choses et s'engager pour changer les choses. Les prochains défis? J'ai un produit qui s'en vient aussi, encore, il est alcoolisé, mais qui a un lien direct avec le gin aussi, mais complètement une autre catégorie, sans trop en dire. Ça, c'est un gros défi là, qu'on est beaucoup là-dedans en ce moment aussi. Ensuite, je parle comme entrepreneur aussi, je me suis diversifié dans différentes entreprises, fait que j'ai beaucoup de défis là-dedans, mais c'est tellement passionnant, c'est ça que je dis aux enfants, je dis, j'ai pas l'impression de travailler réellement au quotidien, j'ai du plaisir à le faire. Et la fondation, je veux continuer mon implication, justement, à faire croître puis aider le plus de familles possible. À chaque fois qu'on se rencontre, on dit on a un but, c'est d'en aider le plus possible, de se faire parler de nous. Donc des occasions comme qu'on vient d'avoir pour nous, c'est très bénéfique pour faire connaître la fondation. Puis on est là pour aider les familles. On n'est pas sur Salut Bonjour ou sur TVA au niveau des courbes d'écoute, je le regrette d'ailleurs, mais il y a quand même 2-3 personnes qui écoutent, notamment des personnes qui sont ici au Québec. Ça fait partie de mes grandes surprises en ayant lancé ce balado. S'ils veulent aider la fondation, d'aller sur la page Facebook ou même sur le site internet fondationdesgouverneursdelespoir.org pour simplement des fois que ça soit un simple don, mais des fois même je prends la page Facebook via le Messenger, quoi que ce soit, des fois si on prend des noms, des fois des bénévoles à des événements. Fait que là, on se crée une banque de bénévoles qui fait que des fois que ce soit un événement, je prends un tournoi de golf, il y a de l'animation, un trou, c'est le fun. Des fois, on est sur un trou de golf, les golfeurs arrivent, puis en bout de ligne, la journée passe super vite, tu rencontres des personnes intéressantes, puis en même temps, on l'a fait pour la cause. En bout de ligne, à la fin de la journée, on sait qu'on a aidé plusieurs familles dans le besoin. Patrick, merci beaucoup. On a passé près d'1 heure ensemble et je trouve qu'on a passé 1 heure avec une... merci à toi, merci énormément de l'invitation. C'était avec bonheur. Je maintiens, je mettrai déjà en podcast, en commentaire de ce podcast, tous les liens sur la fondation, les liens que je pourrais trouver sur la bière pour Florence, c'est ça? Voilà, toute l'actualité. Si vous avez l'occasion d'aider la fondation, allez-y. Ça ne peut être que bien. Et puis si vous êtes simplement intéressé par d'autres sujets, puisqu'il y en a d'autres, l'offre est vaste pour le coup au Québec. L'offre est vaste et les moyens de s'engager au quotidien ne manquent pas. Merci beaucoup. Merci. On suit l'actualité. Au plaisir. Merci beaucoup. Puis à très bientôt. Ciao. Et voilà, Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous.
Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Faitufrette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, Faitufrette, à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. Bah, j'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Faitufrette, Faitufrette, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.